Le parallèle avec Mélenchon, du coup, devient assez évident, puisque les deux, qui ont quand même une connaissance de la psychologie des foules, ne jouent la carte populiste qu'en période électorale. Alors Mélanie, on l'a vu, c'est la carte patriotique, populiste patriotique, même si en réalité on a une libérale eurocompatible, quoi, le fameux, toujours le syntagme inconciliable du libéral nationalisme. Et du côté français, eh bien Mélenchon, il le fait de moins en moins parce que c'est difficile de faire un grand écart aussi longtemps, mais pendant toutes les campagnes présidentielles, il a joué cette carte drapeau rouge et drapeau tricolore. Aujourd'hui, la carte populiste, le peuple contre les élites, c'est un petit peu la même chose, mais hors période électorale, c'est l'indigénisme, c'est le wokisme, c'est entre guillemets l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire c'est la main tendue non pas au peuple de France, mais aux communautés au pluriel. Et ensuite, est-ce que les gens ont la mémoire assez courte pour voter pour lui un jour et après, ayant oublié ce qu'il avait dit la veille, je ne sais pas. Mais disons, c'est autant à gauche qu'à droite, on a ce double discours qui est insupportable, quoi. Voilà, de toute façon, on suivra ça, la campagne italienne et puis bien sûr la campagne de Mélenchon. David, je reviens vers vous parce que vous avez écrit un grand article sur le féminisme, féminicène alors je vais faire attention, d'une auteure, Vera Nikolsky. On est un peu dans la suite de ce qu'avait déjà écrit Emmanuel Todd là-dessus. En fait, est-ce que le féminisme tel qu'il est arrivé, tel qu'il a existé en tant que militante, n'a strictement servi à rien et que le progrès technique, la révolution industrielle, en fait, a été peut-être le meilleur moteur pour que les femmes se libèrent? Alors, c'est effectivement le postulat philosophique du livre, qui est un postulat matérialiste, un peu marxisant dans son cas. Elle nous vient de l'Est, née à l'époque encore soviétique, où elle en a gardé un certain type de réflexion qui s'applique particulièrement bien dans le cas du féminisme, puisqu'elle nous dit que les avancées du statut de la femme ont toujours été le résultat non pas de luttes militantes ou intellectuelles, mais de progrès techniques, médicaux notamment, et de l'évolution des rapports de production, notamment le passage du secteur primaire au secteur tertiaire, lequel va évidemment favoriser l'égalité des sexes, puisqu'il va diminuer le rapport à la force physique, par exemple. Et puis la médecine, c'est peut-être encore plus important, parce que qui dit médecine dit lutte contre la mortalité infantile, obstétrice, hygiène, maternité, autant de progrès considérables qui ont permis à la femme d'être plus libre, plus indépendante, plus égale à l'homme, évidemment, puisqu'elle n'était pas obligée de se mettre aussitôt à faire des enfants pour être sûre, dans l'horloge biologique qui est la sienne, de pouvoir en faire au moins quelques-uns qui survivent. Enfin, on connaît le truc. Et là, quand on reprend les chiffres, c'est assez incroyable. En fait, la femme, à une époque, passait la moitié de sa vie à être enceinte. Bah oui, parce qu'il fallait commencer très tôt, parce qu'il y avait un taux de mortalité infantile qui était terrible, avec en plus pour elle le risque de mourir en couche. Donc elle cite aussi la vaccination, Pasteur bien sûr, ou bien comment s'appelle ce médecin auquel Céline avait consacré sa tête, Semmelweis, voilà. Donc c'est l'hygiène des mains, parce que ça a été, Céline en parle bien d'ailleurs, mais disons ça a été une révolution dans la médecine d'amener cette hygiène-là pour éviter les infections et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est la lecture positive des choses. La lecture négative, en sens contraire, c'est de dire oui, mais alors si tout ça devait ne plus avoir lieu pour des raisons énergétique, matériel, parce que le progrès n'est pas indéfini, il dépend justement de cette superstructure, de cette infrastructure, pardon. Alors les libertés, les droits pourraient décliner d'autant. Il y a cet exemple que j'aime bien donner. Il ne concerne pas le statut des femmes en particulier, mais celui de l'humanité en général. C'est le cas de la Libye, après la chute de Kadhafi, après avoir pillé les ressources pétrolières par les Américains, donc et laissé le pays dans l'état que l'on sait. On retrouve à Tripoli et ailleurs des marchés aux esclaves qui avaient disparu et qui sont réapparus à la faveur de la crise des énergies fossiles. Donc les partisans des droits naturels, du droit de l'homme, d'une téléologie libérale de l'histoire qui disait c'est les progrès de la conscience humaine, on ne reviendra jamais en arrière. Eh bien, on aimerait bien y croire aussi, sauf que non. Et là où Vera Nikolsky nous alerte, on pourrait dire, elle n'emploie pas le mot, je crois, mais disons, on pourrait dire qu'elle est collapsologue, elle a une sensibilité collapsologique, donc c'est les thèses de l'effondrement, notamment pour des raisons écologiques. Et elle dit, mais
tout le monde, cet effondrement à terme dans les décennies à venir, il est inévitable. Ça va être un coup très dur pour l'humanité. Tout le monde va le subir, mais les femmes le subiront encore plus parce que ce statut d'exception qui était le leur dans ce qu'il faut bien appeler une parenthèse enchantée, elles risquent de le perdre. Donc que peuvent-elles faire à défaut de changer le monde? C'est au moins se préparer au choc, s'armer à tous les niveaux pour que ce soit pas trop dur et qu'elles puissent maintenir leurs droits. Et elles pointent les écolos féministes, parce qu'on pourrait dire que c'est un discours écolo-féministe au sens propre, mais elles pointent celles qu'on appelle ainsi, notamment Sandrine Rousseau, en disant comment cette dame qui, tous les jours sur Twitter, nous alerte contre le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution des eaux, l'extinction des espèces, et en même temps se dit féministe, comment se fait-elle qu'elle ne lit jamais ces deux sujets? Parce que si elle le faisait, elle ne devrait pas considérer notre époque comme un Moyen-Âge patriarcal et inégalitaire, et elle ne devrait pas inciter ses supporters, les femmes qui la suivent, à militer dans les campus pour des toilettes non genrées, des ateliers non mixtes et la criminalisation du mégenrage des pronoms. Non, c'est pas vraiment l'urgence au moment où la base matérielle qui a permis, je ne dis pas cet équilibre, mais cet état quand même pas trop défavorable, est sur le point de sombrer. Alors moi je considère vraiment, et je lis beaucoup de livres sur ce sujet-là, que le Féminicène de Vera Nikolsky est à mon avis, dans les dernières décennies, en tout cas dans l'espace francophone, peut-être le livre le plus important qui a été écrit sur la condition de la femme occidentale, de ce qu'elle est et surtout de ce qu'elle sera ou de ce qu'elle pourrait être, quoi. Ça, je vous le recommande.